Bonjour, merci d'être ici. Bonjour Nancy Houston. Bonjour. Bienvenue à Metz pour parler de l'Arbre de l'oubli, dernier roman que vous avez publié en mars dernier aux éditions Actes Sud, mais pas seulement. On va remonter quelques fils comme ça de votre parcours d'écrivaine qui date déjà depuis 1979. Et justement, je voulais commencer par un livre que vous aviez consacré, un essai, il y a 19 ans de ça, à Romain Gary, qui s'appelait Tombeau de Romain Gary, un essai sur cet écrivain inclassable et rebelle aussi. Je pense que c'est aussi une des choses qui vous plaisait chez lui. Et en exergue de cet essai, vous aviez choisi un tout petit texte de lui. Je le cite, « La vérité, quelle vérité ? La vérité est peut-être que je n'existe pas. Ce qui existe, ce qui commencera à exister peut-être un jour, si j'ai beaucoup de chance, ce sont mes livres. Quelques romans, une œuvre, si j'ose employer ce mot, tout le reste, c'est de la littérature. » Alors Romain Gary a beaucoup écrit, 30 romans, 10 000 pages à peu près, ça c'est ce que vous avez compté. Et il disait à sa première femme, c'est la quantité qui compte, il faut laisser derrière soi non pas 2 ou 3 romans, mais toute une étagère de livres, sinon on n'existe pas. Alors je ne sais pas pour vous, Nancy Houston, si c'est la quantité qui compte, mais en 41 ans, vous avez publié plus de 50 livres, romans, essais, théâtre, collaboration aussi avec d'autres artistes. Alors avant de parler de ce qui anime justement vos livres, de la colère qui anime beaucoup de vos personnages, de la colère peut-être chez vous et qui anime votre écriture, depuis la première publication en 1979 de Jouer au papa et à la maman, est-ce que comme Romain Gary... Pardon, excusez-moi. Oui. Jouer au papa et à l'amant. Et à l'amant, pardon, effectivement. Qu'est-ce qu'écrire veut dire pour vous ? Est-ce que, comme pour Gary, écrire, c'est pour exister ? Mais c'est un très beau début, merci de cette vraie belle question en entrée. Et merci à vous tous d'être là. J'ai l'impression d'être en Suisse, on est incroyablement ponctuels. On commence tellement à l'heure. Si on était en Afrique, on commencerait avec 1 heure de retard. On aurait eu le temps de traîner un peu ensemble avant. Mais c'est vrai qu'il fait meilleur ici que dehors. Est-ce que j'écris pour exister ? Je ne suis pas du tout suranienne, mais je me souviens que Suran avait un bon mot sur la postérité. C'est quelque chose à quoi on montre son postérieur. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, je suis tellement inquiète sur l'avenir de notre espèce et des autres espèces, en fait, sur la planète, que c'est indécent d'avoir un souci de sa postérité. Ça, je dirais. Donc, est-ce que ça m'aide à exister, par contre, dans le présent ? C'est indéniable. C'est indéniable, au jour le jour. Et c'est pas du tout parce que c'est un plaisir, c'est parce que j'ai un surmoi impitoyable qui me tape sur la tête du matin au soir si je n'ai pas passé quelques jours dans mon bureau. Et je me sens tellement mieux après. C'est juste ça. Freud disait que les artistes ont la capacité de traiter leur névrose sans psy, et c'est un petit peu ça. Moi, je demande aussi au psy un peu d'aide aussi de temps en temps. Mais Gary avait un sentiment d'inexistence beaucoup plus prononcé, je crois, encore que le mien. Mais c'est un très bon rapprochement parce que peut-être c'est même ce que j'ai reconnu en lui. Il a été envahi et par sa mère et moi j'ai été abandonnée par la mienne, mais peut-être que ça revient un petit peu au même. Et la chose qui me fait disjoncter dans la vie, c'est quand on me fait inexister. C'est quand les employés de la Poste font comme si je n'avais rien dit, ils ne répondent pas à ma question. Je surréagis vraiment à l'inexistence. Alors je vais continuer justement sur la comparaison, parce que ce qui m'intéressait beaucoup chez Gary et chez vous, c'est ce que vous lui dites. Page 13 toujours de cet essai.
Vous dites, et vous le tutoyez, on reviendra d'ailleurs sur l'utilisation du tu dans beaucoup de vos livres et dans le dernier aussi. Tu détestais le son de ta propre voix, disant que ta vraie voix, celle qui était profondément toi, avait été usurpée par la basse russe Chaliapine, et que de même, ta tête de tartare, dure, cruelle et indifférent, ne correspondait pas à ce que tu étais à l'intérieur. Nous sommes donc rapprochés, écrivez-vous, par ce dégoût de ce que tu donnais à voir et entendre au monde, et c'est ce qui m'autorise à te dire « tu ». Est-ce que comme lui, justement, vous écrivez, ou ce qui vous fait écrire aussi, c'est peut-être cette dissonance entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous donnez à voir? Parce que c'est ce que vous dites finalement. Vous dites même le mot dégoût. Et lui avait un vrai rapport à l'identité. Et il a créé Émile Ajar, c'est pas pour rien. Dans ses livres aussi, il est question d'identité, comme pour vous d'ailleurs, d'identité et d'appartenance aussi. Alors est-ce que cette discordance, dissonance entre peut-être une voix ou des voix intérieures chez vous et chez lui, c'est ce qui aussi vous fait écrire? Eh bien, j'aime beaucoup. Mais je crois que vers cette époque, j'ai publié 2 livres coup sur coup qui avaient la même phrase en exergue, qui était une citation de Svatislav Richter, qui était « Je ne m'aime pas, oui », fermez les guillemets. Et personne ne l'a jamais relevé. J'ai trouvé ça étrange. Mais j'avoue que je commence à me supporter un petit peu mieux depuis mes 65 ans à peu près. Donc, il y a de l'espoir. J'ai dépassé l'âge auquel Gary s'est suicidé. J'ai dépassé l'âge auquel Roland Barthes est mort. Donc, je trouve qu'au lieu de me répéter sans arrêt que j'étais l'élève de Roland Barthes, il pourrait être fier d'avoir été mon prof, parce que je suis plus vieille que lui maintenant. Hein? C'est mon petit Roland. Le suicide, on va en parler dans quelques minutes quand on parlera de l'arbre de l'oubli. J'ai contourné votre question. Oui, je vous autorise à contourner, mais je vous autorise à me répondre aussi si vous voulez. Je voulais en dire un mot. Lorsque j'ai eu en fait mon premier succès de librairie en France, enfin donc tout court, parce que j'ai toujours écrit et vécu en France adulte, c'était Instrument des ténèbres en 1996. Et je me souviens que ça m'a plongée dans un désarroi et en fait une dépression clinique même, parce que je me suis dit, est-ce que ça veut dire que je suis une écrivaine française et que je dois avoir des histoires françaises et des personnages français et raconter voilà, ce qui intéresse les Français. De fait, je dois avouer que je suis une écrivaine française. Je ne suis même plus du tout publiée dans ma langue maternelle. Ça me dérange un petit peu. Mais quand j'ai découvert Gary, en fait, ça m'a beaucoup rassurée parce qu'il est tellement plus complexe que moi encore. Et il m'a donné l'autorisation d'être aussi multiple qu'il le fallait. Et c'est le contraire de toutes ces controverses qui ont lieu de nos jours, notamment dans mon pays natal, au Canada, mais aussi en France et ailleurs, sur l'appropriation culturelle. Bien sûr, si par exemple les Amérindiens ou les Africains-Américains sont empêchés de raconter leurs histoires et que ce sont des Belges, les Européens américains, qui les racontent à leur place et qui racontent n'importe quoi et c'est grave. Mais en soi, le fait de se projeter dans la vie des gens qui ne nous ressemblent pas, c'est juste la définition de la culture. Ce n'est pas l'appropriation culturelle, c'est la culture, c'est notre capacité d'avoir de l'empathie pour, si on est femme pour un homme, si on est de peau claire pour quelqu'un de peau sombre, si on est jeune pour une vieille, et ainsi de suite. C'est le roman qui nous fait voyager comme ça dans notre tête et notre âme. Et Gary avait un tel besoin de se multiplier. Peut-être que... oui, c'était comme un père spirituel pour moi sur ce plan-là. L'autorisation finalement à se multiplier et à ne pas forcément appartenir, ou en tout cas à faire
venir les personnages en vous. Ça aussi, on le sent très très bien dans Arbre de l'oubli. Mais permettez-moi encore de revenir un tout petit peu en arrière sur un autre livre qui lui aussi... et d'ailleurs, je suis allée vers ces livres-là après avoir lu Arbre de l'oubli. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de revenir vers ces livres-là. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ce dernier livre de ce qui vous anime depuis longtemps. En 1985, vous publiez Histoire d'Omaya. Et dans ce livre-là, où il est beaucoup question de vérité, où là encore, c'est un livre où vous faites place à la multiplicité, aux multiples voix de femmes, qui est inspiré d'un fait divers, d'un procès surtout, du viol d'une femme. Vous écrivez « Il existe une vérité autre, plus vraie que celle des journaux, plus permanente que le vacarme des faits, et pour approcher cette vérité-là, la littérature est le seul chemin que je connaisse. » Est-ce que, effectivement, vous continuez à faire ce travail de chercher une forme de vérité dans la littérature, dans la fiction? Mais je n'ai pas arrêté. Peut-être que souvent, quand on finit un roman, on se dit c'est le dernier. Je ne pourrai plus faire ça. Ça demande un tel effort, c'est une telle trajectoire. On se sent épuisé, pas seulement physiquement, mais psychiquement. On sent qu'on a donné tout, on ne sait pas autre chose. On s'est totalement exprimé. Comme disait Gary dans ce mot de suicide, ça y est, je me suis exprimée, au revoir et merci. Mais aussi, j'avoue que ces quelques dernières années, j'ai une interrogation nouvelle qui est la possibilité du roman. À quel point est-ce que ça dépend du fait de venir d'un pays riche, colonisateur, esclavagiste, etc. Et ça, c'est une problématique. Ça a commencé à me déranger dès la première fois où je suis allée en Afrique, en fait. C'était en 2000, je suis allée dans un festival de livres à Durban et j'avais publié L'empreinte de l'ange et je me suis rendu compte que mon livre, qui avait très très bien fonctionné en France, n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les Africains, en fait, subsahariens, que ça ne parlait pas aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et donc, l'idée d'un roman objectivement bien, excellent, a commencé à prendre de l'eau. Et puis, plus le temps passe, plus je vois que les conditions d'émergence du genre romanesque sont dues aussi à cet enrichissement indu de l'Occident grâce à ces crimes ailleurs. Et donc, si on se dit, voilà, où est-ce que le roman va naître? C'est l'Espagne, c'est la France, c'est la Russie, c'est les États-Unis aussi, l'Angleterre, bien sûr. Ce sont les pays esclavagistes. Et ça, c'est pas pour dire que le roman en est entaché en soi, mais c'est infiniment troublant aussi de se dire, bon, de quoi parlent nos romans occidentaux aussi? Ça parle de cul à un point, mais les miens aussi, hein, mais à un point. Et quand on voyage dans des pays de l'autre monde, parce qu'il y en a beaucoup, et j'ai beaucoup voyagé, on voit que ce n'est pas aussi central dans leurs préoccupations, vraiment pas. Il n'y a pas un pays où c'est totalement indifférent, bien sûr. Tous les systèmes de mariage, les problèmes qui peuvent poser l'enfantement, l'adultère, tout ce qui va avec la sexualité, ok. Mais l'idée qu'on est sur Terre pour un épanouissement sexuel, c'est vraiment très récent et très, très spécifiquement nous. Et ça me trouble de plus en plus aussi. Donc, qui sait de quoi je vais parler dans le... Mais vous voyez, il y a moins de sexualité ici. Hein. C'est pas à cause de la ménopause. Hein. Il y en a quand même, et on va y venir. Et c'est Omaya qui va m'amener justement à l'arbre de l'oubli, parce qu'à la fin de ce livre sur Omaya, c'est une question que se pose aussi Shaina. On est sur un procès de viol, et à la fin, le verdict va tomber. Un verdict définitif.
Et ces mots du juge, vous êtes la seule responsable, dit-il à Omaya ou d'autres femmes qu'elle peut représenter. Les preuves sont accablantes. On vous a donné votre chance, on vous a ménagé, soigné, dorloté, vous n'avez fait que vous plaindre. Alors voilà, la décision est rendue, c'est 0. Et la réaction de Maya. Mais ce n'est pas possible que ça s'arrête là. Il me reste encore des années à vivre. Comment voulez-vous que je vive avec ce 0 dans le corps, avec ce trou dans la mémoire? C'est la même histoire. Alors, ce n'est pas la même histoire, mais c'est la même question que vous posez avec Sheina, l'un des personnages d'Arbre de l'oubli. Merci pour ce rapprochement, c'est très beau. Et j'avais oublié d'avoir écrit cette page. Je suis ravie de vous le rappeler. Alors, comment fait-on pour se construire quand il y a effectivement un trou dans son histoire ou dans l'histoire de sa famille aussi? Dans ce livre Arbre de l'oubli, qui s'ouvre d'ailleurs en Afrique, Sheina a 24 ans, elle vient d'arriver en Afrique, elle a acheté un cahier noir dans lequel elle va écrire des notes, avec chaque fois les premiers mots en majuscules qui veulent chaque fois représenter un cri, parce que Sheina est en colère. Tout est en majuscule. En fait. Et tout est en majuscule, tout son texte, effectivement, parce que votre récit est ponctué des textes de Sheina et de sa colère. La colère de Sheina vient tout simplement de ses origines, de son origine, puisqu'elle est issue de la procréation pour autrui. Ses parents, Joël et Lily Rose, qui sont aussi très importants, n'ont pas pu avoir d'enfants et ont fait appel à une femme noire qui porterait cet enfant. Lily Rose l'a adopté à 5 jours, 4 jours, 5 jours. Il n'y a pas de secret de famille dans ce livre-là, aucun secret de famille. Mais ce qui est surprenant, c'est ce qui peut-être fera ma première question, c'est que même si tout a été dit à Sheina, les parents lui ont dit « c'est bon, c'est comme ça, on ne te le cache pas, mais c'est bon, c'est pas important, pas besoin d'en discuter ». Et c'est là qu'est la chose importante, c'est que même sans secret, la déflagration peut être très importante si on ne discute pas. Ce sont des parents un petit peu français, dans le sens que, ils ne sont pas du tout français, hein, ils sont américains, mais un peu français en ce sens qu'ils pensent que l'éducation est tout. Et donc, dans la mesure où la petite a été adoptée à l'âge de 5 jours et qu'elle a grandi à New York dans un milieu bobo, beige, propre sur lui, intello, et féministe et tout, c'est ça sa vie, c'est ça son identité. Et elle n'a qu'à trouver sa voie. Toute seule. C'est aussi une critique, entre guillemets, de cette société aujourd'hui contemporaine où on essaye, où on nous dit qu'on peut se construire soi-même, tout seul, avec effectivement l'éducation, mais pas seulement, à oublier finalement d'où l'on vient. Parce que vous remontez assez loin dans l'arbre généalogique des uns et des autres, oui. Qui viennent tous d'histoires très compliquées aussi. Et c'est ça qui fait aussi la complexité et la multiplicité de ce roman, parce que chacun a aussi ses failles dues à son enfance ou à son origine. C'est ça, sinon ce serait trop facile. Si je voulais juste que le livre soit l'apologie de Sheina, la petite métisse, et avec les parents qui deviendraient des charges, et ça ce serait peut-être amusant de faire des parents charges dans ce milieu bobo que nous connaissons tous. Mais ce n'était pas le but de l'opération. Enfin, parfois, pour des personnages secondaires, je peux faire des charges parce que ça me détend. Mais pour les personnages principaux, je me dis, si je me donne la peine de leur donner la vie, ils méritent toute la complexité qui est la nôtre, à nous tous. On est tous très complexes. Et donc, il y a bien sûr l'éducation qu'elle a reçue, qui est plein d'amour et plein de jeux et de joie. Et même, elle a eu droit à un chien à un moment donné, même si sa quasi-mère, comme elle l'appelle, sa mère adoptive l'a châtrée un peu trop tôt et tout. Mais elle a eu tout ça. Bien sûr, il y a eu aussi les préjugés contre les gens un peu de couleur. Elle est plutôt une métisse plutôt foncée,
Et donc, on commence à lui poser des questions dans la cour de récré assez jeune. Et puis, on imagine qu'il y a des regards sur elle et sa quasi-mère ou sur elle et son père généalogique qui eux, sont blancs, quoi. Et donc, sont belges, parce que j'aime pas dire noir et blanc. Maintenant, j'ai décidé, je dis plus. C'est seulement beige et marron. Est-ce que c'est exagéré, noir et blanc, et c'est vraiment réifier des trucs symboliques tellement lourds, c'est absurde. On n'est pas blanc et ils sont pas noirs. Enfin, on est beige et marron. Mais il se peut aussi qu'il y ait des choses, on le sait de plus en plus, qu'il y ait des choses transmises par les gènes qui viennent aussi de l'histoire de votre peuple. Voilà. Un des livres, j'ai lu, c'est une des joies de ce métier, c'est que j'ai vraiment le temps de découvrir, de lire beaucoup chaque fois et approfondir ma connaissance d'un sujet. Ma connaissance de ces sujets-là, de l'esclavage, notamment aux États-Unis, était livresque, romanesque, beaucoup plus que historique. Donc, j'ai pu vraiment me faire une éducation. Un des livres que j'ai lu, c'était Alex Haley, Racine. Et c'est un chef-d'œuvre, ce livre-là. Je ne savais pas, je pensais que c'était comme ça, un gros best-seller américain, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est sur quelqu'un d'aujourd'hui qui réussit en fait à remonter jusqu'à son ancêtre qui a été kidnappé et traîné en chaîne aux États-Unis 2 siècles plus tôt. Donc, il arrive à imaginer la vie de ce garçon dans un petit village au fin fond de l'Afrique, et c'est magnifique comme il arrive à le faire. Moi, je n'essaie pas de faire des choses comme ça. Pour moi, c'est trop difficile. Je ne me permettrai pas. Là, je dirais que c'est de l'appropriation culturelle. Mais donc, j'essaie de faire ce que je peux, d'imaginer les gens qui sont différents de moi, mais pas à ce point. Oui, ce que vous montrez aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la complexité. On est plus complexe qu'on croit. On va continuer à parler de la couleur de Sheina, mais on va voir aussi que son mal-être n'est pas forcément que dû à ça. Parce qu'il n'y a pas que ça dans cette histoire. C'est aussi les raisons qui ont peut-être poussé ses parents à être parents aussi, et notamment son père, qui est très important et qui est très touchant. J'y reviendrai, mais juste pour rester sur la transmission et la reconnaissance de cette Sheina qui est métisse, alors marron, on va dire comme ça, marron, sa mère est beige. Sheina va très très vite avoir des rondeurs, des formes, des règles assez tôt. Et elle va être très vite très différente de sa mère, qui elle est plutôt très dans la retenue, presque anorexique. Et on l'expliquera aussi un peu parce que le parcours de Lily Rose est très intéressant aussi. Et là, elle ne va pas pouvoir se reconnaître en sa mère. Et inversement, parce que c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est que sa mère aussi va être gênée de ce que Sheina devient. On se rend compte à ce moment-là qu'on se reconnaît l'un et l'autre. Mère et fille se reconnaissent l'une et l'autre. Et c'est pas que dans un sens. Et ça, on le voit en vous lisant. Oui, cette Lily Rose vient d'une famille protestante de la Nouvelle-Angleterre. Elle a eu une éducation très, très stricte, comme ça, église chaque semaine. Elle vient d'une maison qui est dans la forêt, mais qui est entretenue avec une psychorigidité. Vous avez déjà vu des maisons comme ça, je pense, où les gens apportent des souffleurs de feuilles dès que les feuilles commencent à tomber à l'automne, pour que surtout il n'y ait jamais de feuilles sur le gravier devant le garage, des choses comme ça. Tout est toujours nickel, réparé, préparé. Et Lily Rose elle-même, qui se sentait seule, qui était quelqu'un qui avait une belle voix, qui avait envie de chanter, elle a été objet d'agressions sexuelles très, très jeune. Et donc, elle arrête le chant, elle commence à avoir des sortes de tocs, des comportements compulsifs. Et bien sûr, à l'adolescence,
je dis bien sûr, mais je crois que c'est assez typique. Elle va avoir des troubles alimentaires et elle va être une high performer, comme ça, quelqu'un qui est une excellente élève, mais complètement malheureuse, en fait, très profondément malheureuse, et qui est obsédée par le contrôle. En fait, elle traite son corps un peu comme ses parents ont traité la maison. Elle l'entretient, elle l'observe, elle le décore, elle le maquille, elle essaie de tout contrôler jusqu'à la dernière calorie, quoi. Et elle va essayer de se remplir totalement, remplir son cerveau tête, et oui. se remplir d'autres choses et d'hommes aussi. Et ça va être une aussi. partie de sa et vie ça, importante. Les gens trouvent souvent paradoxal, mais c'est très typique des gamines qui ont subi des agressions, un comportement de nymphomane. Et c'était le cas, par exemple, de la femme de Romain Gary, Jean, merci. Oui, Seberg, voilà, Jean Seberg. Seberg, thank you. Merci. Seberg, oui, qui veut dire la mer et la montagne. Et la maman de Gary avait travaillé à l'hôtel Miramont, qui veut dire un peu la même chose. Mais merci, Jean Seberg. Et d'autres, c'est Eve Ensler, la femme qui a inventé les monologues du vagin et les V-Days dans le monde entier. C'est quelqu'un qui était victime d'inceste et qui a passé toute une partie de sa jeunesse dans ces comportements très, très stéréotypés de coucher avec, de mise en danger, en fait, de mise en danger. Donc, Lily Rose va faire ça. Elle va passer par des tentatives de suicide et autres. Elle va surtout être tiraillée entre rester dans le réel, dans cette rigueur de son corps, de son esprit, etc., ou basculer vers ce qu'elle appelle les bas-fonds et le mauvais. Elle va se poser cette question. Et si elle est devenue cette femme extrêmement rigoureuse, où tout est bien carré, dans l'ordre, où son corps est très sec aussi, c'est pour éviter de basculer dans autre chose. Exactement. Je pense que tout le monde ici connaît probablement quelques personnes qui correspondent un peu à cette description. L'autre chose qui la sauve, et là j'ai mis un peu de moi, j'ai un peu exagéré une chose qui me correspond, c'est la langue étrangère. Et j'ai lu ça aussi tout récemment dans le petit livre de Virginie Linhart qui s'appelle L'effet maternel. Elle décrit l'euphorie qui s'est emparée d'elle quand elle s'est installée quelques mois à New York et qu'elle fonctionnait complètement dans la langue nouvelle, la langue étrangère qui était l'anglais pour elle, français pour la petite Lily Rose comme pour moi. Donc elle vient passer une année un peu Erasmus à Paris et elle se rend compte que ces tortionnaires intérieurs ne parlent pas le français. Et donc, si elle fonctionne en français, il la laisse tranquille parce qu'ils sont dans une autre partie de son être. Donc, ils vont lui tomber dessus dès qu'elle rentre aux États-Unis, qu'elle retrouve sa langue maternelle. Mais voilà, elle est tranquille tant qu'elle fonctionne en français. Et vous lui faites dire que finalement, puisqu'elle finira par travailler et étudier sur les femmes artistes suicidées, et elle dira que beaucoup se sont sauvés du suicide en quittant leur pays, en habitant dans un pays et une langue étrangère. Oui, c'est un bon sujet de thèse, si quelqu'un a envie de faire ça une fois. Alors, effectivement, elle découvre Paris, Lily Rose, elle découvre aussi les théories féministes, elle découvre des femmes féministes comme Hélène Cixous, comme Julia Kristeva, etc. C'est toute une année de découverte qui va je pourrais lire changer. Ce chapitre-là. Je pourrais lire ce chapitre-là. Tout à l'heure, effectivement, oui. parce que j'ai demandé à Nancy Houston de nous faire une lecture tout à l'heure. C'est drôle, et le livre n'est pas drôle dans l'ensemble, mais c'est mieux de lire quelque chose de drôle. Dans le livre n'est pas drôle dans l'ensemble. Il y a elle et puis il y a Joël. Alors Joël, le père de Sheina, je le trouve extrêmement touchant. C'est le plus silencieux de tous, depuis toujours, issu d'une famille juive dont beaucoup sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des parents qui n'attendent qu'une chose, c'est de faire des racines. Quand on perd beaucoup de branches de l'arbre généalogique, on aimerait avoir quelques racines. Or, ils sont 2 enfants, et le frère, assez tortionnaire de son petit frère, et ça on en parlera,
est homosexuel, n'a pas d'enfant, n'en aura a priori pas. Et Joël, s'il décide d'envoyer son sperme et de faire de cette procréation pour autrui, c'est qu'il pourrait rattraper quelque chose. Rattraper toute l'histoire de sa famille et rattraper sa propre enfance, où il serait le seul à pouvoir donner à ses parents un enfant. Et c'est ce qui me faisait dire qu'il y a beaucoup de mauvaises raisons d'avoir un enfant, et tout ça, Sheina va le porter. Mais chez les gens qui font la procréation traditionnelle aussi, il y a beaucoup de mauvaises raisons. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'il porte en lui, cette espèce de revanche, finalement. Voilà. Et il a envie de prendre sa revanche sur son grand frère. Il sait que s'il arrive à donner à Jenka, sa maman tchèque, et son papa est encore là, oui, pour l'instant, Pavel, un petit enfant, là, il sera le fils préféré pour toujours. Et il y a toujours une rivalité entre lui et son grand frère depuis tout petit. Et donc ça, il dit, voilà, je vais gagner définitivement. Je leur donne un petit enfant. Mais encore une fois, ce type de mauvaise raison pour faire des bébés existe partout. Et le livre n'est à aucun point de vue une charge contre la gestation pour autrui. C'est pas un livre où j'essaie de donner une opinion là-dessus. C'est simplement une occasion d'explorer toutes ces contradictions. Oui, et ce que provoque la question de la gestation pour autrui chez Sheina, c'est justement cette question de cette mère qu'il a portée, cette mère biologique, dont elle sait très peu de choses. Et le secret qui n'en est pas un, mais le silence autour de ça, la non-discussion, va lui faire imaginer beaucoup de choses. Et lui va lui faire porter le poids de beaucoup de choses. Et elle va finir par porter le poids de toutes ces femmes esclaves qui ont été violées par justement les hommes belges, si vous voulez, je le dis comme ça aussi, et qui ont dû abandonner leur enfant pour d'autres raisons, parce qu'on leur reprenait, on leur a arraché leur enfant, qu'on revendait, et elle va porter ça en elle, Sheina. Finalement, elle va porter le poids d'une grande histoire. Et pire que ça, elle va avoir des voix en elle qui vont se confronter, finalement, qui a le plus souffert? Est-ce les Juifs ou est-ce les esclaves noirs? C'est dur à porter, c'est beaucoup à porter pour une jeune fille qui a juste envie de se construire, d'être amoureuse et de faire un enfant. Effectivement. On peut avoir des conflits de ce style aussi quand on vient d'ailleurs, quand on vient d'une famille normale, mais c'est un petit peu comme la barbe bleue, quand il dit à sa nouvelle épouse de ne pas aller voir dans la porte au fond du couloir, mais voici la clé. et forcément, elle va y aller. Et c'est la même chose. C'est parce que ses parents disent « il n'y a rien à savoir, tu sais déjà tout ». C'était un accord avec Selma Parker, ta mère biologique, on était tous d'accord. Et peut-être même il y avait un contrat, probablement, parce qu'il n'y avait pas encore de centre officiel en 92 pour la gestation pour autrui. Donc peut-être qu'ils ont élaboré un contrat. Il y avait un échange l'argent a changé de main, bien sûr. Donc elle sait tout ça. Mais c'est comme si ses parents disaient c'est pas la peine d'aller rechercher l'histoire de ta mère biologique parce que c'est nous tes parents et parce que voilà, elle t'a pas élevé, donc c'est pas pertinent. Et évidemment, elle va foncer dans cette brèche, elle va faire des études supérieures où elle va avaler tout ce qu'elle peut apprendre sur l'histoire de l'esclavage, et puis elle deviendra obsédée par ce thème de la fécondité sur les plantations, parce que c'est un des énormes scandales de misogynie, si on veut, de l'histoire humaine. C'est-à-dire l'esclavage, la traite est abolie dès 1808, n'est-ce pas? Donc, en fait, tous les esclaves qui sont déjà aux États-Unis vont commencer à vieillir, à mourir. On ne peut pas en importer d'autres. Donc, il importe véritablement de faire grossir cette population de façon mécanique. Et donc, c'est des viols systématiques. Et probablement
de l'ordre d'1 million au moins. Voilà, de femmes ont été violées dans ce contexte et ont accouché donc de bébés. À la fois, toute femme qui a été enceinte va établir un lien avec l'enfant qu'elle porte et accoucher d'un bébé dont elle savait pertinemment qu'il allait lui être enlevé et envoyé ailleurs pour qu'il n'y ait pas d'attache. À partir de 2-3 ans, il partirait, on lui donnerait un autre nom, elle ne le retrouverait jamais. Donc, c'est épouvantable pour Sheina d'imaginer ce même processus dans sa gestation à elle, dans sa vie intra-utérine, si on peut dire. C'est-à-dire sa mère biologique l'a portée en sachant, en essayant de ne pas l'aimer. Et ça l'a fait flipper. Juste pour vous lire en quelques lignes, quand elle parle justement de Ouida, des femmes violées par leur maître qui porteront des enfants qui seront vendus. Vous perdrez l'enfant, tout comme vous avez perdu tous vos parents et ancêtres, ces êtres sages, ces êtres sacrés qui ont tourné autour de l'arbre de l'oubli. 300 ans durant, leurs souvenirs les ont patiemment attendus à Ouida, mais il n'y avait pas de retour possible. Donc je raconte cette histoire pour que les gens comprennent. C'était certainement un des points de départ du livre. C'est un voyage que j'ai fait, j'en ai fait 2 au Bénin ces dernières années, pour de toute autre raison, en fait, liées à des projets artistiques. Mais j'ai découvert la ville d'Ouida, j'avais déjà visité l'île de Gorée au Sénégal, que certains d'entre vous connaissez peut-être, et où il y a un musée de l'esclavage qui est présenté comme étant un des points de départ les plus importants. En fait, c'est très, très exagéré les chiffres qu'on donne autour de Gorée, mais par contre, Ouida, oui, c'est une des villes point de départ d'où sont partis des centaines de milliers, probablement plus qu'1 million de personnes réduites en esclavage. Et j'ai vu là-bas un monument qui rappelait l'histoire de l'arbre de l'oubli. Et ça m'a saisi immédiatement. C'est une légende, bien sûr, mais très puissante, selon laquelle, avant de monter dans les bateaux en chaîne, les hommes et les femmes qui allaient être déportés, ils ne savaient où, bien sûr, mais ils sentaient que c'était grave et que ça allait être très dur, ils faisaient le tour de l'arbre, les hommes 7 fois, les femmes 9 fois, et lui confiaient leurs souvenirs de la vie africaine, avec l'idée qu'ils allaient revenir un jour et ils pourraient reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, mais que s'ils emmenaient leurs souvenirs là-bas, ça serait trop dur. Ça serait plus lourd, en fait, que les chaînes elles-mêmes. Et j'ai trouvé ça d'une sagesse extraordinaire. Il y a un livre, justement, de Charlotte Delbo qui s'appelle « La compagnie des spectres », qui est une lettre à Louis Jouvet, pour qui elle avait travaillé, Charlotte Delbo, et elle raconte que dans le train qui l'amenait à Auschwitz, elle ne supportait pas les souvenirs de sa propre vie. Elle disait, et Auschwitz même, pareil, encore plus, ça vous affaiblissait si vous pensiez aux gens que vous aimiez, si vous pensiez à vos souvenirs d'enfance et des choses comme ça. Donc, elle a cherché la compagnie des spectres, à savoir les personnages de théâtre, les Don Juan, les Alceste, les gens avec qui elle avait bossé avec Louis Jouvet depuis des années, c'était sa secrétaire. Et là, comme elle connaissait les textes par cœur et que c'était des gens qui avaient vécu 300 ou 400 ans, elle savait qu'ils étaient forts et elle pouvait compter sur eux. Ça, c'est une autre technique, mais quand j'ai vu l'histoire de l'arbre de l'oubli, j'ai pensé tout de suite à Delbo. Alors, la religion juive et cette histoire est aussi présente dans le livre. Ce n'est pas la première fois que vous en parlez. Et d'ailleurs, j'ai pensé aussi à Ligne de faille, où là aussi, il y a la question généalogique
Pour le coup, c'est une histoire de fils en père ou de père en fils, où là aussi, il y a une histoire juive, mais dont on ne parle pas, ou en tout cas, on essaye de... Bon, voilà, ça s'est passé, mais taisons un peu les choses. Vous creusez ça, justement, cette question de la mémoire, de cette grande histoire, et qu'on a bien du mal encore maintenant à porter et sur laquelle on a du mal aussi à mettre des mots nommés, c'est important aussi. Ça, vous creusez ça depuis très longtemps. Oui, le hasard a voulu que j'ai vécu de nombreuses années dans des quartiers juifs, et aussi bien de New York, c'est-à-dire le Bronx, mais j'ai bien connu le Lower East Side aussi, qui est le quartier plus pauvre. À l'époque, était un peu le quartier le plus populaire. Et la rue des Rosiers à Paris, le Marais, pendant de très très longues années. Donc, ce n'est pas que je me sentais juive. J'ai vécu plusieurs années avec des hommes qui, eux, étaient juifs, qui pouvaient ressembler un petit peu à Joël par certains côtés. Ces années-là, des années quand j'étais toute jeune, avant de venir à Paris, mais j'étais vieille en venant à 20 ans. J'étais vieille. J'avais déjà vu beaucoup de choses. Et je vivais avec une famille juive, donc j'étais intégrée à leurs cérémonies, à leur gefilte fish, à leur... voilà. À leur sens de l'humour. Enfin, c'est des choses qui me viennent très naturellement. J'ai beaucoup lu aussi les auteurs juifs. La rue des Rosiers, il en est question aussi. Je ne vais pas non plus tout non, et non. on n'a pas le temps non plus, mais j'ai 2-3 petites questions et après je vais vous laisser la parole et je vais vous demander aussi de lire. Je pense qu'on lira tout à la fin et on prendra quelques questions. La rue des Rosiers est présente, le corps des femmes est présent aussi, l'identification aussi et l'importance de la littérature. Il faut préciser que Joël et Lily Rose sont très cultivés, ont des postes très importants, et vous mentionnez quelques livres, vous citez quelques livres, et vous dites aussi en quelques mots comme ça de temps en temps l'importance du livre et de l'identification possible. Le frère de Joël, qui est homosexuel, a accepté son homosexualité grâce à un auteur, grâce à Baldwin. De son côté, Sheina lit beaucoup de romans, mais dans aucun elle n'a pu s'identifier. Ça aussi, vous dites... Ça me fait vouloir vous poser justement la question de cette identification possible avec la littérature, vous qui êtes écrivaine. Est-ce que vous vous posez cette question d'identification ou pas du tout, du lecteur avec vos personnages? Mais bien sûr, si je crée les personnages, c'est pour que vous les adoptiez, que vous les aimiez. Sinon, mais véritablement, je les crée imparfaits, déchirés, déchirants, parfois désagréables, mais je crois que je les crée aussi pour qu'on les adopte, qu'on les prenne, qu'on les garde dans son cœur. Moi, ça me touche beaucoup, beaucoup que vous ayez lu Histoire d'Omaya, par exemple. C'est un livre qui date de 1985. C'est mon 2e roman et on ne m'en parle jamais. Et pourtant, Omaya, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment compté dans ma vie. J'avais besoin que les gens l'acceptent et l'aiment aussi. Je me souviens très bien comme elle était importante. Moi, je pense, si vous permettez, que ce serait un bon moment pour faire un bout de lecture maintenant. C'est un peu à la mi-temps. C'est plus que ça. Mais... comme ça, vous avez un goût du style du livre, même si chaque personnage, c'est bien sûr différent. Alors, vous voulez bien continuer à parler 2 minutes pendant que je cherche mon passage? Alors, je vais parler 2 minutes. Je vais vous laisser aussi, parce que ça prend toujours un peu de temps avant qu'on ose poser la première question. Donc, réfléchissez déjà à votre question. Comme ça, vous pouvez peut-être déjà lever la main comme ça. Ceux qui ont les micros pourront déjà savoir qui veut poser une question. Et maintenant, voilà, elle est prête. J'ai trouvé. Donc, c'est un chapitre... En fait, le livre avance de façon très construite et c'est pas chaotique du tout, mais vous pouvez avoir l'impression que ça saute. En fait, c'est 3
bandes qui correspondent aux 3 personnages. Donc on prend l'enfance de Joël, l'enfance de Lily Rose, l'enfance de leur fille, Shayna, et les 3 vont avancer en même temps. Donc on va traverser l'adolescence, la puberté du père, de la mère et de la fille en succession rapide. Vous voyez ? C'est ça. Et ensuite, Joël et Lily Rose, leurs 2 filles, vont se réunir quand ils se marient. Et là, ce n'est plus que l'alternance entre les parents et Shayna. Mais ici, c'est le passage dont on parlait avec l'année Erasmus de Lily Rose. Paris, 1974. L'antenne parisienne de Smith College est à Reed Hall, charmante bâtisse fin 18e, située au cours du quartier de Montparnasse. Lily Rose a le coup de foudre pour ce lieu dont chaque détail la charme. Lourdes portes en bois à l'entrée, vestibule, 2 cours intérieures émaillées d'arbres et d'arbustes, étroits corridors biscornus et escaliers de guingois, vieille bibliothèque à l'étage ouvrant sur une grande salle lambrissée au trône d'un piano à queue, minuscule salle de classe où 8 ou 9 étudiantes de Smith se réunissent, je dis bien Smith, hein, comme une Française, se réunissent pour écouter des professeurs français leur parler d'histoire, de littérature et d'une toute nouvelle discipline, la théorie féministe. En peu de temps, Lily Rose devient une adepte puis une addicte de ce dernier cours, donné par une prof canadienne au regard bleu féroce du nom de Mademoiselle Cutie. Ça, c'est moi. À peu près tout le monde fume en classe. Mademoiselle Cutie elle-même fume 3 gauloises filtres à chaque cours, une en sortant ses notes de sa serviette en présentant l'auteur du jour, une pendant la pause café et une dernière à la fin du cours en donnant aux élèves leur devoir de lecture. Lily Rose découvre une série palpitante de nouvelles penseuses françaises, Lucie Réquerail, Hélène Sixou, Julia Kristeva, Monique Wittig. Griffonnant fébrilement des notes dans son cahier, elle s'évertue à maîtriser leurs théories complexes où circulent des concepts intraduisibles tels que désir, regard, objet petit a, castration symbolique, phallus, spéculum, complexe d'électre, cora. Le reste du temps, elle erre dans les rues du quartier latin où ses jupes dansantes, virevoltant sur ses longues enjambées, son air curieux, ses cheveux blonds vénitiens et son regard ouvert trahissent l'étrangère naïve. Cette vulnérabilité est un puissant aimant pour les hommes de tous âges, taille et couleur. La croisant dans la rue, il se penche vers elle et lui glisse des choses à l'oreille. Comme le français des rues est assez loin de celui des manuels scolaires, elle a du mal à saisir le sens de leurs phrases, mais le temps qu'elle leur demande poliment de les répéter, les hommes se sont déjà éloignés. Sa première expérience sexuelle dans la ville lumière est un fiasco. Le nez en l'air, elle descend tranquillement la rue Monsieur-le-Prince, dans le 6e arrondissement, lorsqu'un jeune homme allonge le pas pour la rattraper. « Mademoiselle, vous êtes absolument charmante. » Elle lui lance un sourire reconnaissant. « Puis-je vous offrir un café ?» demande l'homme. « Pourquoi pas ? Je connais un endroit sympa à l'Odéon, le Danton, c'est à 2 pas. » Déconcerté, l'homme rate le rebord du trottoir et manque se marcher sur les pieds. « C'est un peu trop élégant pour moi, » fait-il. « Qu'à cela ne tienne, je vous invite. » « Pourquoi c'est toujours l'homme qui invite ? Je trouve ça sexiste, pas vous ?» Mal à l'aise, l'homme acquiesce. Il s'installe face à face dans le café aux lumières aveuglantes, lieu de rencontre de jeunes et de moins jeunes gens qui se rêvent en écrivains, en éditeurs, en penseurs ou en révolutionnaires. Captant le malaise de son interlocuteur à la barbe claire et aux yeux bleus, Lily Rose décide de le faire parler de lui. Elle apprend qu'il s'appelle Madine, qui fait des études de médecine et est originaire d'Algérie. « Ah !» fait-elle surprise. « Vous n'avez pas l'air algérien pourtant. »« C'est parce que vous ne connaissez pas bien l'Algérie, » dit Madine. Et Lily Rose peut apprécier les pattes doigts qui apparaissent au coin de ses yeux quand il sourit. « Je suis berbère. » Mais n'ayant pas envie de s'enliser dans une dissertation au sujet de l'histoire et la géographie nord-africaine, il change de sujet et se met à parler politique. À son grand étonnement, Lily Rose n'a jamais entendu parler de la guerre d'Algérie.
alors qu'elle a pris fin il y a une décennie à peine. Elle ignore même que la France ait un jour possédé des colonies en Afrique du Nord. « C'est vrai ?» dit Madine ébahie. « Ouais, je m'excuse, racontez-moi ça. » Madine se rend compte que s'il veut être à la hauteur au lit plus tard, il devrait sans doute s'abstenir de ranimer des souvenirs des soldats français infligeant à son père des simulations de noyade et à son oncle une castration tout sauf symbolique. Il se contente donc de sourire à Lily Rose et de lui recommander la bataille d'Alger. Mais elle n'a jamais entendu parler de Pontecorvo non plus. Et de plus en plus déroutée, Madine découvre qu'elle ignore jusqu'au nom de Frantz Fanon, Jean-Luc Godard, Kate Biasine et Chris Marker. Sidéré par son ignorance, il cherche désespérément un sujet de conversation. « Vous étudiez quoi au juste ?» demande-t-il. « La théorie féministe » répond Lily Rose. C'est au tour de Madine de faire chou blanc. « C'est quoi ?» fait-il paumé. Lily Rose récite à son tour une longue liste d'auteurs que Madine ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Son beau regard bleu décrit des zigzags autour du café, espérant tomber sur un prétexte pour se lever et plaquer cette gonzesse impossible. « Vous voulez du gâteau au chocolat ?» lui demande-t-elle soudain, et le mot « oui » a franchi ses lèvres avant qu'il ait eu le temps de réfléchir. Il a sauté le déjeuner et son estomac crie famine. De plus, il a depuis l'enfance un faible pour le chocolat. Mais si la jeune femme lui offre cela en plus du café, comment fera-t-il pour s'en débarrasser ensuite ? Elle sait déjà qu'il loue une chambre à l'hôtel Stella, établissement modeste, pour ne pas dire miteux, tout près de l'endroit où leurs chemins se sont croisés. Lily Rose trouve Madine attirant, ses manières douces, sa barbe d'un blond paille, ses yeux bleus à pattes d'oie et sa passion pour la politique tranchent de façon agréable avec les professeurs et étudiants américains avec qui elle a couché ces dernières années, hommes verbeux et insistants qui, après s'être longuement vantés de leurs vacances chic et de leurs palmes académiques, se taisent soudain, changent de personnalité et se mettent à la besogner de toute leur force, l'écrasant sous le poids de leur corps, puis, une fois leur corvée terminée, reste là à ronfler sur sa poitrine tandis qu'elle rassemble ses idées pour son mémoire de mi-semestre sur les images aquatiques dans les romans et la correspondance de Virginia Woolf. Coincée, Madine finit par inviter Lily Rose à monter dans sa chambre et, au milieu d'un affolant fouillis de manuels médicaux, papiers de recherche, cendriers débordants et chaussettes sales, la séduit dans la mesure de ses moyens. Jamais il n'a rencontré une femme comme celle-ci, une femme qui, rien que pour s'amuser, est prête à copuler avec un parfait inconnu, sans promesse de deuxième rencontre, sans déclaration de respect, sans certificat de bonne santé, sans engagement d'aucune sorte, sans culpabilité, sans amour, bref, sans rien. Et donc, eh bien, rien. C'est vrai que c'est une parenthèse dans ce livre, hein, cette scène-là, une parenthèse même géographique, puisqu'on bouge vers Paris, il y aura une autre, alors mis à part l'Afrique où se retrouve Sheina et où elle écrit son carnet noir, on aura une autre échappée vers Cuba, mais qui là pour le coup sera une aventure plus tragique, où Sheina sera confrontée à l'image qu'elle peut donner aux côtés de son père, l'image d'une fille marron à côté d'un homme plus âgé, beige, où on croira qu'elle est une des prostituées. Et là, elle se posera vraiment encore plus de questions. Deux choses par rapport à cet extrait, justement sur ce qui se passe dans le monde, puisqu'elle ne connaît absolument rien à l'histoire et à la politique. Elle va toujours rester très ignorante, hein, Lily Rose. Elle pose des questions débiles aussi à l'amie de Sheina plus tard. Oui. Et d'ailleurs, vos personnages sont tellement englués dans leur propre histoire, dans leur propre centre et corps, que tout ce qui se passe autour d'eux glisse. Il y aura l'attentat rue des Rosiers, il y aura les tours, etc. Mais tout ça glisse, c'est presque s'ils ne voyaient pas du tout ce qui se passe à la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, pareil.
le moment où ils vont prendre la décision donc, très importante de s'embarquer dans cette aventure de la gestation pour autrui, c'est la fin 90, début 91, quand on est dans la première guerre d'Irak. Et c'est le narrateur, donc j'ai une voix narratrice qui est un peu indéfinissable dans ce livre. Ce n'est pas un des personnages, ce n'est pas exactement l'auteur, comme dans d'autres, dans l'empreinte de l'ange, par exemple, moi j'interpelle le lecteur. Mais ici, il y a juste des commentaires un peu légers, comme ça, comme vous venez d'entendre, où je rappelle un peu au lecteur, bon, vous voyez, Lily Rose, comme elle est déprimée et elle prend des médicaments pour la déprime et tout, et bon, on garde la télé, la radio éteinte, et donc en fait, ils vont jamais, à peu près jamais, même pas entendre parler de cette guerre d'Irak que leur pays est en train de livrer à ce moment-là. Ils ne vont pas comprendre du tout ce qui se passe. De la même manière que 20 ans plus tôt, elle ne s'intéresse pas à la guerre du Vietnam, elle préfère s'intéresser à son bikini bleu. Mais ça dit beaucoup de choses, tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vous vois pas à cause des lumières, mais on va vous entendre si jamais il y a des questions. Là. Bonsoir. Madame, vous semblez vous étonner, vous agacer même de l'omniprésence de la sexualité des histoires de cul dans le roman occidental. Or, il correspond, c'est particulier, à l'affirmation du point de vue féminin. Que ce soit, je ne sais pas, les romans de Madame de Staël, La princesse de Clèves, les romans de Balzac, qui était un écrivain très très féministe, ou même Flaubert avec Madame Bovary. Et justement, s'il n'y en a pas ailleurs, justement, ce point de vue-là, c'est que le féminin, enfin le point de vue féminin n'est pas très affirmé ailleurs. J'ai un petit peu de mal à entendre avec le masque, mais vous dites que cette omniprésence du thème amour et sexualité dans le roman occidental est due à la présence des femmes comme écrivaine et comme sujet des romans. Oui. Depuis Flaubert, même avant. Même avant. Madame la princesse de Clèves de Madame Lafayette, par exemple, oui. Ou même Les Liaisons dangereuses. C'est un roman féministe, quelque part. Mais le roman a beaucoup à voir, c'est vrai, avec les femmes. Et d'ailleurs, ce sont encore très majoritairement des femmes, on le voit dans l'auditoire ce soir, qui lisent des romans. Je le vois, c'est pas seulement moi en tant que... Je sais que mes lecteurs sont majoritairement des lectrices, mais très majoritairement des lecteurs de romans sont des lectrices en général. Donc ça c'est sûr. Mais néanmoins, si vous allez dans d'autres pays comme le Vietnam, si vous regardez les thématiques dans les romans africains, les romans indiens, Arundhati Roy, les romans de Tong Hu Phuong, la grande romancière vietnamienne, on va voir, bon, je ne veux pas généraliser non plus, hein, mais je parlais même pas seulement du roman, mais de nos préoccupations. Si vous regardez les films, si vous regardez la télé, les magazines, etc., je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une obsession totalement centrale et spécifique de notre société occidentale moderne. C'est très nouveau. C'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, de mettre l'épanouissement sexuel à ce point au centre de tout, comme le but de la vie, en quelque sorte. C'est très singulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en ai deux autres, très rapides. La place de la musique dans votre vie, elle est présente, la musique, dans tous vos livres, sous forme de chansons ou sous forme de chant pour Lily Rose, qui apprend le chant, et il y a un pianiste. Vous faites de la musique, je crois que vous faites du clavecin, c'est ça, du piano? J'ai vendu mon clavecin il y a un bon moment déjà. Non, je suis revenue au piano. Je fais du piano tous les jours. Ce matin, je jouais, à la fois je jouais des mazurkas de Chopin
mais aussi j'apprends le piano à mon compagnon en ce moment. Donc je lui apprenais des boogie-woogie. Et la place de Bad Girl dans votre œuvre littéraire, parce que Bad Girl a quand même une place particulière où vous parlez à vous-même, vous parlez au fœtus qui est encore dans le ventre de votre mère. Forcément, on est obligé de penser à ça, puisque le postulat est de dire et il est vrai qu'on commence à vivre déjà dans le ventre de sa mère. Vous vous dites beaucoup de choses. On sent que vous dénouez des choses à ce moment-là, dans ce livre-là. Quelle place a-t-il? Une place à part pour vous, ou il est dans la même En fait, lignée que les autres? il y a 2 livres de ces dernières années qui sont un peu ce qu'on peut appeler de l'autofiction, alors que j'aurais jamais pensé que je pratique ce genre-là. Mais les sous-titres sont importants et c'est classe de littérature. Donc, en fait, je n'essaie pas de raconter toute ma vie, j'essaie de simplement voir ce qu'il y avait dans mes antécédents, dans la famille, l'éducation, ce drame qui est arrivé aussi dans ma petite enfance, du départ de la mère, mais qui m'a prédisposée à une vie d'écrivaine. Et le deuxième, c'est L'œuvre de Pierre, qui a aussi pour sous-titre d'autres classes de littérature. D'autres classes, comment ça s'appelle? Classe de littérature, nouvelle classe de littérature, je crois que c'est le sous-titre. Et L'œuvre de Pierre, c'est important pour moi parce que c'est sur la formation érotique et politique, justement. La deuxième partie du livre s'appelle Mad Girl. Donc il y a Bad Girl d'un côté et Mad Girl de l'autre. Et Mad Girl, ça peut être la folle ou la femme en colère, la fille en colère, bien sûr. La première partie de ce livre-là, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui est probablement la majorité, c'est la formation de Pol Pot. Donc c'est un livre très singulier, L'œuvre de Pierre, où j'essaie de voir tout ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie Pol Pot. Vous comprendrez si vous le feuilletez un petit peu pourquoi j'ai choisi Pol Pot, pourquoi le Cambodge. C'est justement un pays qui n'a pas de roman. Et j'ai voulu comprendre aussi pourquoi. C'est un pays où je suis allée. Pol Pot, c'est quelqu'un que j'ai soutenu à ma grande honte. Quand j'étais dans ma phase la plus marxiste débile, ces années-là, 75-16. Et donc, je reviens là-dessus pour voir comment est-ce qu'on devient un monstre, puisqu'on est d'accord, les monstres, on ne naît pas monstre, on le devient. Donc, comment on devient un monstre? Et comment est-ce que moi, j'ai pu frôler la monstruosité sans aller aussi loin que lui? Comment on devient un monstre, comment on devient violent aussi. Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser dans Ligne de faille. Et dans l'enfance, ça se crée aussi tout ça. Toute dernière question, la place de la traduction dans votre vie, puisque vous êtes aussi traductrice de vos propres livres, mais traductrice aussi d'autres auteurs depuis maintenant une vingtaine d'années. Est-ce que traduire, c'est aussi écrire comme on écrit pour soi, ou c'est rentrer dans la langue de l'autre écrivain? L'autotraduction, c'est très différent, mais j'aime beaucoup traduire les autres de temps en temps. J'aime beaucoup faire ça. J'ai fait des livres dans les 2 sens. Et mon premier travail de traduction publié, je voudrais lui rendre hommage ce soir à Metz, parce que la dernière fois que j'étais à Metz, c'était pour Pierrette Flotiot. Et elle avait une adaptation de son magnifique roman « Nous sommes éternels » qui était à l'Opéra de Metz. Et je suis venue à la première et j'ai marché dans les rues de la ville. J'ai retrouvé Pierrette. Elle est décédée malheureusement quelques mois plus tard. Mais ça, c'était la première auteure française, autrice on dit maintenant, que j'ai traduite vers l'anglais pour une revue américaine. J'ai traduit ses nouvelles. Elle était une remarquable nouvelliste avant d'être une grande romancière. Je suis assez d'accord. Je suis incontrôlable parce que du coup j'ai une toute dernière question et je veux quand même finir puisqu'on parle de mère depuis le début et je veux finir sur votre mère à vous. J'ai lu dans une interview que vous donniez
pour Le Monde, où c'est une interview qui fait décliner pourquoi je suis arrivée là, où vous parlez de votre maman, votre mère, et vous dites que vous utilisez aussi le tu dans les livres à cause d'elle, ou en tout cas parce que vous lui écrivez depuis toujours des lettres, parce qu'elle est partie très tôt, et pour lui raconter ce que vous faisiez, vous avez éternellement écrit des lettres, et je crois que vous lui écrivez encore. C'est de là que vient le tu de vos romans. Je pense que ça doit venir de là, parce que c'est vrai que ça me libère tout de suite. Plusieurs fois, j'ai fait des romans, des versions de romans, et je n'étais pas contente. C'est le cas pour Cantique des Plaines, par exemple. J'avais fait une ou deux versions du livre, je n'étais pas satisfaite. Et quand j'ai trouvé que c'était une adresse d'une jeune femme d'aujourd'hui à son grand-père, et qu'elle allait dire « tu », c'était en anglais celui-là, je me rappelle la phrase que j'ai entendue au réveil un matin, puisque j'entends des voix. C'était « Come on, Padden, tell us how it was. Allez, Padden, raconte-nous comment c'était. » Et donc, en fait, elle va lui raconter sa vie à partir de quelques bribes d'écriture dont elle dispose, qu'il a laissées à sa mort. Et elle va essayer de susciter de montrer qu'on peut être passionnément intéressé et aimer passionnément, comme elle a aimé son grand-père, un homme très ordinaire, un homme qui est en fait un raté, qui s'est toujours considéré comme un raté, qui n'a réalisé aucun de ses rêves. Et elle veut lui construire une sorte de monument qui est juste le récit de sa vie, parce qu'elle l'a tellement, tellement aimé. Et ça, c'est un beau symbole pour moi de ce que représente l'écriture. Merci beaucoup, Nancy Houston. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci à vous tous. Juste un mot pour vous dire que les livres de Nancy Houston sont à l'extérieur de la salle et que vous la retrouverez pour les dédicaces.